Il était une fois une légende dans le royaume des démons, aussi appelé le Macaï. Il y a de ça bien longtemps, le premier roi du royaume des démons instigua le super Majin Rémus de lui étendre son domaine. C'est ainsi que naquit le multivers. Bien longtemps après cela, à la mort du roi, le super Majin décida de scinder ses pouvoirs, afin que le nouveau roi, Abura, vil, mesquin et cruel, ne puisse pas les utiliser à des fins malsaines. Hélas, cela n'empêcha pas le nouveau roi de faire régner la terreur au sein du Macaï. Guerre, chaos et infortune étaient communes aux trois royaumes du démon. Cela obligea le peuple Namek de créer des barrières infranchissables entre les trois royaumes afin d'apaiser les tensions. Mais le roi ne l'entendit pas ainsi. Il décida de s'attaquer directement au deuxième monde. Dabra, son fils, profita de cette attaque pour mener une contre-offensive, une trahison envers son propre père. Le but était de renverser le roi, et cela en s'emparant de la seule chose qui faisait de lui le père de toutes choses, le troisième œil du premier roi démoniaque, la source de son pouvoir et de son règne. Il incita alors tous les peuples à se joindre à la bataille. Hélas, ce n'était pas suffisant. Les pouvoirs de son père Abura étaient bien trop grands. C'est alors que tout semblait perdu que deux individus dont l'histoire a oublié l'origine ont décidé d'intervenir. S'étant éveillés à un nouveau pouvoir et alliant leurs forces de la meilleure des façons, ils réussirent à retirer l'œil du roi à l'aide d'une technique mystérieuse. Hélas, à la fin de la bataille, ces deux guerriers disparus et leur légende avec elle. Dabra, quant à lui, s'empressa de détruire le troisième œil, considérant cette source de pouvoir comme trop dangereuse, peu importe le porteur. Acceptant que les barrières restent fermées, à condition toutefois que des poissons warp soient créés, afin de laisser libre cours au déplacement entre les royaumes, mais de façon sécuritaire et contrôlée. Hélas, sans le savoir, il permit à un individu malveillant de réveiller et de créer la créature la plus dangereuse du royaume démoniaque, Majin Buu. En cette même période, un jeune Namek, ayant hérité des pouvoirs du super Majin Rémus, créa sans le vouloir 3 orbes au pouvoir incommensurable. Craignant que le roi l'apprenne, il alla cacher chacune des orbes dans l'un des 3 royaumes. Et pour être sûr que ce pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains, il fit ériger 3 gardiens, chacun étant à la fois suffisamment puissant, mais également suffisamment bon de cœur, pour que seuls des êtres purs ou bien intentionnés puissent utiliser leur pouvoir. En héritage du peuple Namek dont il était issu, il décida de nommer ces orbes de cristal les Dragon Ball. Suite au chaos créé par Majin Buu, le peuple Namek décida d'ouvrir certains portails afin de laisser des peuples fuir au-delà du royaume démoniaque. Le jeune Namek décida de disparaître, ne laissant plus aucune trace de son existence, à l'exception des millions d'années plus tard, en l'an 774, dans le royaume des démons, Goma est érigé en tant que nouveau roi suite à la mort de Dabra. Accompagné de son second Degesu, il s'apprête à régner lorsqu'une voix aux allures féminines les interrompt. S'émissant dans leur esprit très facilement, elle arrive à leur faire croire que les individus ayant vaincu Majin Buu seraient vivement intéressés à l'idée d'envahir leur monde, maintenant qu'ils sont débarrassés de la plus grande menace de l'univers. Degesu réplique, expliquant qu'ils n'ont aucun moyen de venir au royaume des démons. Ce à quoi la voix féminine, répondant au nom d'Arinsu, dévoile que Nahare, se faisant désormais appeler Shin dans le royaume des mortels, les a accompagnés durant l'intégralité des événements avec Majin Buu. Et en tant qu'autochtone du royaume des démons, il serait très aisé pour lui de venir, n'est-ce pas? Les deux compères finissant par abdiquer, ils décident d'aller sur Terre, accompagnés d'un Namek se nommant Neva, afin d'utiliser les Dragon Ball de la Terre, et priver le royaume des mortels de ces 2 chefs de tribu capables d'invoquer des dragons sacrés. Arrivé sur Terre, Goma ordonne à Dende d'invoquer le dragon, mais celui-ci refuse. C'est alors que le vieux Namek agit contre sa volonté et ramène les Dragon Ball au palais de Kami. Une fois fait, le nouveau roi démoniaque ordonne à Shenron de lui donner
le troisième œil démoniaque. Le dragon s'exécute lorsque le roi démoniaque souhaite faire ses deux autres souhaits et la créature magique lui indique que seuls les gens habitués ont le droit d'exaucer 3 vœux. Pour le reste, ils n'en ont droit qu'à un seul. Sur ces mots, le dragon disparut. Suite à ça, les démons repartent avec Dende comme otage, mais également pour qu'il leur indique la localisation des autres Namek. Pas de plus, il refuse, mais Goma le contraint à l'aide de sa magie à lui donner toutes les informations dont il a besoin. Les guerriers Z arrivaient au palais divin suite à l'inquiétude de Shin concernant les auras de son frère récemment ressenties et d'un individu qui lui était familier, constatent impuissants qu'ils sont arrivés trop tard. Popo leur informe qu'ils sont partis en direction de la nouvelle planète Namek, avec Dende comme otage. Une ni deux, Shin attrape ses compères et se caille directement sur Namek. Juste à temps pour voir le pilaf du royaume démoniaque et ses 2 compères disparaître à l'aide d'un portail créé par Goma lui-même. Piccolo demande alors à ses congénères ce qu'il s'est passé. Namek indique que les étranges individus s'en sont pris à leur chef Muri, l'enlevant lui et ses Dragon Ball. Ne comprenant pas la situation, Shin décide de leur expliquer toute son histoire, plaçant également tout le contexte autour du Makai. Souhaitant s'y rendre, Goku tente une téléportation, en demandant à Shin la localisation exacte du lieu. Hélas, le Glind lui indique qu'il s'agit d'un monde en dehors du temps et de l'espace, au-delà même du monde des Kaioshin ou de l'autre monde. Le seul moyen d'y aller serait par un poisson warp caché dans l'univers. Mais pour pouvoir les emprunter, il faut être issu du royaume démoniaque, posséder une attestation de voyage, un vaisseau local, un t-shirt Love Abura pour pouvoir l'emprunter. C'est alors qu'un garçon inconnu fait son apparition. Il répond au nom de Glorio. Le jeune garçon se présente comme un émissaire du roi du 3e Makai, un révolutionnaire prêt à tout pour libérer le Makai de la juridiction de Goma. Shin est sceptique, demandant plus de renseignements, ce à quoi une voix juvénile lui répond que toutes les réponses lui seront fournies en route. Après tout, ils sont pressés, non? Cette personne n'était nulle autre que Pansy, la fille du roi. Suite à cette révélation, Goku, Piccolo, Kulilin, Vegeta et Gohan se préparent pour le voyage vers l'infini et au-delà. Ils arrivent au poisson warp et Shin use de sa magie pour donner des apparences de démons à ses camarades. Le guerrier terrien a des yeux qui poussent au niveau de ses cicatrices frontales, ainsi que des cornes à l'extrémité des oreilles. Piccolo grandit davantage et un kanji Ma apparaît sur sa tunique. Goku, Vegeta et Son Gohan ont les oreilles qui s'allongent, la teinte de peau qui devient plus mate et une queue qui repousse. Grâce à ces déguisements, ils parviennent à rentrer sans aucune difficulté au Makai, arrivant dans le 3e monde, directement attaqués par les locaux. Glorio tente d'esquiver leur assaut, et les guerriers sortent pour s'occuper des poseurs de problèmes. Une fois mis KO, ils tentent de rejoindre le vaisseau, mais ils le voient en train de se cracher au sol. Pansy s'exclame que ce n'est pas possible. D'après ses dires, sur 5 vaisseaux qu'ils ont eus en 3 jours, les 5 ont fini crachés. Vegeta émet donc un doute sur leur capacité à conduire un vaisseau. Il indique qu'ils n'ont plus qu'à y aller en volant, mais Glorio les informe que l'air ici est près de 1000 fois plus dense que celui de là où ils viennent. Ils finiraient par manquer d'oxygène extrêmement vite. Il serait donc préférable d'y aller à pied. À peine il eut le temps de finir sa phrase qu'il fut balancé à toute vitesse dans le ciel par Vegeta qui le rattrape en vol. Les autres le suivirent très rapidement. Glorio, vexé que le Saiyan ne lui ait pas laissé le temps de finir sa phrase, tente de le confronter, mais Vegeta l'ignore, demandant par-dessus sa phrase à qui appartient la puissante aura qu'il sent au loin. Pansy lui répond que celle-ci appartient au Tamagami, un être créé par le créateur des Dragon Ball, bien plus puissant que Dabra lui-même. Il paraît même que celui-ci est capable de repousser Majin Buu en dehors du 3e Makai, et il est probablement le plus fort des 3 Tamagami. Goku et Vegeta n'en reviennent pas, il existerait des adversaires au moins aussi terribles que Majin Buu ici. Et évidemment, leur instinct Saiyan reprend le dessus et les deux souhaitent aller le combattre. Mais Gohan décide de rester focus sur l'objectif principal et demande combien de temps cela leur prendrait d'arriver au château, en sautant comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Glorio ne semble pas vouloir répondre. Pansy vient alors lui frapper le coude, indiquant que c'est très mal poli de ne pas répondre à ses invités, qui plus est, leur futur sauveur. Elle indique par la suite à Gohan qu'à cette vitesse, ils devront arriver d'ici 6 heures. Pansy leur explique que le 3e monde est au moins aussi grand que leur système solaire, à son sol. Glorio rajoute qu'en plus de cela, ils arrivent à la pire période, la fameuse nuit de 1000 jours.
Durant cette période créée par un sortilège du roi Goma, la rotation du troisième Makai s'arrête net, ne laissant qu'une seule face exposée à une étoile, tandis que l'autre reste plongée dans les ténèbres. Le problème, c'est que ce sortilège rend l'intégralité des peuples bien plus dangereux et puissants lors de cette période. Le but étant bien entendu qu'ils s'entretuent entre eux. Il est donc préférable de ne pas rester exposé trop à la lumière noire, ni à l'obscurité blanche. Bandi déclare par la suite qu'il faut donc se dépêcher de rentrer au château, il ne leur reste que très peu de temps. Du côté des méchants, très méchants, vraiment très méchants, Murray et Dende se font enfermer dans ce qui s'apparente être une maison Namek, sur une planète lui étant tout autant similaire, gardée sous surveillance par la Kempetai. Goma, de retour sur son trône, demande à Neva d'invoquer Purunga de Namek afin qu'il souhaite son dernier vœu, laissant les deux derniers respectivement à Degesu et Neva lui-même. Plus loin, en train d'observer la scène, Arinsu déclare que les festivités commencent. Elle se dirige par la suite vers un village éloigné au fin fond du premier Makai. Sur le chemin de nos héros, Pansy et Glorio discutent, et le plus grand émet des doutes sur les capacités des guerriers devant lui. De son point de vue, ils auraient dû se focaliser sur le peuple Namek, afin d'exaucer leurs vœux directement. Mais Pansy n'est pas d'accord, affirmant que même s'ils y étaient parvenus, un nouveau tyran serait apparu et un nouveau règne de terreur serait né juste après. Après tout, c'est ainsi que fonctionne le royaume des démons. Les plus forts règnent, dirigent et asservissent. Quant aux plus faibles, ils se contentent d'obéir et d'écouter. Shin prend alors la parole et se met à interroger le jeune duo, notamment sur les raisons de leur venue, le timing parfait de ces derniers et le niveau d'implication du roi. Tout ça semble louche. Mais avant que l'un d'eux ne puisse répondre, le groupe se fait attaquer par des démons, ayant la capacité de se changer en ombre. Ces derniers visent Pansy, mais sont stoppés par un Taioken lancé par Krillin. Éblouis, ils essaient de battre en retraite, mais sans ombre à disposition, ils ne peuvent pas user de leur pouvoir. Glorio en profite et lance un éclair sur ses adversaires, abattant l'ennemi sur le champ. Alors que Pansy commence à célébrer, une main sortie de l'ombre l'aspire dans les ténèbres. Impuissant, personne n'a su intervenir alors qu'il n'était plus qu'à un pas du château. Glorio est fou de rage et commence à accuser nos héros. Gohan tente de calmer le jeu, mais la tension continue de monter. C'est dans un calme absolu et une prestance sans nom que Son Goku élève la voix, demandant à Gohan, Piccolo et Vegeta de poursuivre la mission, tandis que lui, accompagné de Glorio, iront chercher Pansy. Sur ces mots, la tension retombe, et les deux groupes partent alors vers leur objectif. Goku demande à Glorio d'où proviennent les individus dans les ombres, et Glorio lui montre la zone de démarcation entre la partie illuminée et celle dans l'ombre. Le Saiyan élevé sur Terre lui dit de ne pas s'inquiéter, ils retrouveront ensemble son ami. Ce à quoi Glorio lui répond qu'ils ne sont pas amis, mais frères et sœurs. En réalité, Glorio était un orphelin, recueilli et élevé par Kadan, le roi du troisième Makai. Au même moment, le groupe de Gohan arrive au château et demande le roi. Or, sa garde les informe que ce dernier n'est pas disponible pour le moment. En réalité, son état ne le permettait pas de recevoir de la visite. En première instance, le groupe ne comprend pas. Mais le roi, de sa voix frêle et fragile, les convoque. Il semblait souffrir d'une maladie cardiaque totalement incurable comme celle qu'avait eu Goku il y a longtemps. Ni les Senzu, ni potentiellement un vœu de Shenron ne semblaient pouvoir le guérir. Il demande aux guerriers de tout faire pour sauver Pansy. Les guerriers sont dans l'incompréhension. Le roi n'est pas censé savoir que sa fille a été enlevée. Du côté de Goku et Glorio, une fois arrivés dans l'interstice, ces derniers provoquent les démons des ombres et démarrent un assaut. Goku note que lorsqu'ils sont dans les ombres, ils se déplacent à la même vitesse qu'eux. Mais lorsqu'ils ont besoin d'attaquer, ils doivent sortir. Or, lorsqu'ils sortent, ils perdent en vitesse et sont donc totalement incapables de les toucher. La tactique qu'avait utilisée Krillin peu avant était donc la meilleure option. Goku attend le moment opportun et demande à Glorio de se tenir prêt. Puis il lance un Taioken et Glorio frappe le sol de sa foudre violette. Les adversaires sont paralysés et Goku passe alors en Super Saiyan pour recouvrir la zone de lumière, pour les empêcher de fuir potentiellement. Glorio retrouve alors sa sœur, enfermée dans un enclos à destination du premier monde. Une fois retrouvé, il remercie Goku, lui expliquant qu'avec cette action, il remonte un peu plus dans son estime. De retour, Goku demande combien de peuples maléfiques peuplent le troisième monde. Pansy lui explique qu'il n'y a pas vraiment de peuple bon ou de peuple mauvais dans le royaume. Mais la succession de règnes tyranniques suppléés par les nuits sombres créées par les rois démoniaques rendent les peuples de plus en plus fous. Elle hypothétise le fait qu'ils souhaitaient probablement l'enlever et s'en servir comme
contrepartie pour que le Daimao écourte la nuit de 1000 jours, ou bien que le peuple soit protégé de ses effets. Le roi Kadan étant l'un des opposants majeurs à la gouvernance de Goma, moindre élément capable de l'affecter ou de l'affaiblir aurait largement mérité récompense de la part du Daimao. Beaucoup intrigués demandent comment Goma peut influer sur la rotation du troisième Makai alors que celui-ci ne se trouve pas en ces lieux. Glorieux intervient alors expliquant que le Daimao actuel compense ses capacités au combat laborieuses par des pouvoirs magiques dépassant l'entendement. Pendant qu'ils finissent de discuter, ils sont rejoints par le reste du groupe, venant leur annoncer la triste nouvelle. Le roi Kadan, en plus d'être extrêmement malade, probablement rendre l'âme d'ici très peu. À peine la phrase avait fini d'être prononcée qu'une fumée blanche s'éleva au-dessus du château, signifiant que le roi était bel et bien mort. Le lendemain même, la nouvelle était diffusée dans l'entièreté du royaume. Il ne tarda pas à être diffusée également dans le deuxième et le premier Makai. Le roi était tombé. Alors que Panzi et Glorieux sont en train de pleurer leur père, les Garisettes tentent de mettre au clair la situation. Gohan prend la parole, rapportant que Kadan est mort d'une maladie cardiaque inconnue même pour les locaux. Qui plus est, celui-ci avait contracté cette maladie à peine une semaine avant que ses enfants soient partis pour les chercher. Goku enchaîne expliquant que les peuples du troisième monde, en plus d'être soumis, sont également en train de s'autodétruire à cause du Daimao. Piccolo en vient à la conclusion que Kadan a probablement été empoisonné. Néanmoins, il n'en a pas la preuve. Vegeta explique que pour détruire un corps en harmonie, il se faut détruire le cerveau. Et donc, pour maintenir le chaos dans le troisième Makai, il fallait se débarrasser de Kadan. Krillin conclut alors que le tout fait de façon interne servirait à ne pas éveiller les soupçons, et donc tous concluent qu'il y a forcément un traître parmi eux. Nous transitionnons alors dans le deuxième Makai dans lequel Muri et Dende sont enfermés et viennent d'assister à l'exécution du vœu de Degesu et de Neva. Affolé, Dende dit que même si les autres parvenaient à arriver jusqu'ici, ils n'auraient aucune chance de gagner. C'est la fin pour eux tous. Il tente de le calmer en lui rappelant que peu importe la situation, la conclusion de celle-ci a toujours été positive, notamment grâce à ses amis et Son Goku. Degesu les écoute et rigole dans son coin. Il les approche alors et leur demande de la façon la plus vicieuse possible. Même si vos amis parvenaient à arriver jusqu'ici, pensez-vous sincèrement qu'ils seraient capables d'arriver jusqu'à nous, alors que ce monde est peuplé de créatures au moins aussi puissantes que Majin Buu lui-même? À vrai dire, même s'ils y parvenaient, ils n'auraient aucune chance. Et face à un Glind, usant pleinement de ses pouvoirs Kaioshin obtenus après éveil de son potentiel latent. Goma, quant à lui, continue de fanfaronner dans son château à présent qu'il a obtenu les yeux démoniaques. Couplé à ses pouvoirs magiques, il sera bientôt capable de modeler le monde des mortels également à son image. Quand soudain l'un de ses gardes vient lui annoncer le décès de Kadan. Le petit diablotin commence alors à frémir d'enthousiasme devant ce début de journée à l'odeur de victoire. Suite à ça, il va défier le Tamagami situé devant son palais. Il insère le troisième œil sur son front et le combat débute. Le Tamagami embrase les lieux, créant une tempête avec ses flammes. Goma se laisse frapper pour évaluer sa résistance avant de contre-attaquer. Le Tamagami se défend tant bien que mal, mais il ne peut pas suivre. Il tente une ultime attaque chargeant l'intégralité de ses flammes dans son épée. Il s'élance et c'est comme si toute la chaleur du premier monde se dissipait instantanément. Goma frappe, le Tamagami esquive, puis slash son adversaire avec son brasier absolu. Goma se fait désintégrer la partie supérieure du corps. Le Tamagami pense alors avoir gagné. Goma ricane. Rematérialisant son corps grâce à ses nouveaux pouvoirs, le Tamagami s'avoue alors vaincu. Mais Goma ne l'entend pas ainsi. Avec sa télékinésie, il fait s'élever son adversaire, créant une combustion chez lui, l'enfermant ensuite dans une barrière obligeant son adversaire à se consumer lui-même, avant de récupérer sa Dragon Ball et de la lancer à son garde, avant de déclarer qu'il s'attendait à mieux venant d'un des 3 guerriers millénaires. Du côté de notre groupe, Vegeta observe la vue extérieure du château et dit à Goku que cette atmosphère lui fait penser à la planète Vegeta. Goku intrigué lui en demande plus. D'abord calme au début répond alors: cette air, elle est terne et lourde, des dangers un peu partout, et un roi puissant et respectable qui impose le respect, non pas nécessairement par la force, mais par sa prestance et ses actes. Peuple fier qui a dû se soumettre et ravaler sa fierté devant un clown qui eut la chance de naître puissant. Goku reste alors silencieux, esquissant simplement un petit sourire. Dende et Glorieux finissent par sortir de la chambre de leur défunt père, et Krillin essaie de les réconforter. Bindi se met alors à discuter avec lui et Glorieux le snob. Ce dernier décide de sortir le plus discrètement possible, qui ne manque pas d'alarmer notre Kaioshin. Il le suit alors subtilement, lui permettant d'entendre les mots suivants: la mission est accomplie, nous pouvons passer à la phase 2.
En attendant d'avoir plus de preuves, Shin demande à Kibito de faire attention à lui et fait la même demande à Piccolo. Une fois de retour, Glorio est interpellé par Vegeta. Tu nous avais dit que le gardien de la Dragon Ball était puissant, n'est-ce pas? Glorio répond que c'est en effet ce qu'il a dit. Vegeta est alors souriant, précisant qu'il va aller l'affronter dans ce cas. Et sans demander l'avis de Glorio, Vegeta lui dit qu'il va l'accompagner. Il l'attrape alors par le bras et part en direction du Tamagami. Panzi commence à paniquer mais Gohan la rassure, expliquant que malgré ses méthodes plus ou moins abruptes, Vegeta est quelqu'un de bon à présent. Il ne lui fera donc aucun mal. Elle se calme alors, demandant à Gohan comment devenir plus forte elle aussi. Interloqué, Gohan lui demande pourquoi cette question. Elle répond qu'autrefois, lorsqu'elle était encore en vie, sa mère était une grande guerrière et une stratège hors pair. Son père était un grand révolutionnaire et un inventeur de génie. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que le peuple du troisième monde peut vivre actuellement sans devoir porter de collier réducteur de vie. Invention créée par Arinsu, une alliée de Goma qui se servait des fluides vitaux des démons du troisième Makai pour alimenter leur ville et leur cité, ainsi qu'augmenter leur espérance de vie à eux. Mais c'est également grâce à son père qu'ils ont des technologies suffisantes pour affronter l'armée de Goma actuellement. Et en somme, c'est grâce à l'abnégation de ses parents qu'il reste encore des irréductibles démons. Mais aujourd'hui qu'ils ne sont plus là, tous les deux, alors même qu'elle sait qu'elle est aux côtés de son frère, elle doute, car elle n'a ni les talents de meneuse de son père, ni la puissance de sa mère. Elle ne sait pas comment elle va parvenir à leur succéder dignement. Elle maîtrise la magie, mais à peine de quoi faire léviter un caillou. Elle invente des choses, mais qui ne fonctionnent qu'une fois sur deux. Gohan l'arrête, s'assoit à côté d'elle et lui dit qu'elle a plus de potentiel qu'elle ne le croit. Il faut simplement qu'elle trouve le courage et la force en elle de les exploiter. Et il la rassure alors, lui expliquant qu'elle peut compter sur lui pour l'aider dans ce cheminement. Vegeta et Glorio, quant à eux, discutent sur le chemin, Glorio engueulant Vegeta une fois de plus, car celui-ci continue de bafouer sa volonté. Alors qu'il s'apprêtait à débiter un nombre de mots incalculables, Vegeta s'excuse. Le jeune démon est alors surpris, ne trouvant rien à redire à cela. Vegeta lui dit qu'il ressemble un peu à quelqu'un qu'il connaît, toujours un air sérieux, prêt à en découdre, et à régler la menace le plus rapidement possible, mais également rapidement à cran, probablement horrifié par le passé tragique qu'il a eu. Glorio passe outre la discussion qu'ils sont en train d'avoir pour préciser à Vegeta qu'il n'aurait pas dû sortir en soirée. À cause du phénomène de nuit de 1000 jours, ils vont certainement se faire attaquer. Vegeta en rigole, lui demandant alors, mais ne sont-ils pas venus les chercher parce que justement ils sont capables de vaincre Majin Buu? Glorio acquiesce et commence à lui parler alors un peu de sa vie, précisant qu'avant qu'il rencontre Kadan, il a vécu en compagnie d'autres enfants abandonnés tout comme lui et ils ont survécu ensemble, comme ils le pouvaient tout du moins. Ils aidaient les gens, faisaient du troc, etc. Mais un soir, pendant la guerre, alors qu'il rentrait avec de quoi manger, il découvrit son refuge en train de brûler. Brûlé par qui? La Kempetai. Ses amis venaient d'être assassinés devant ses yeux. Rempli de rage, il tenta de charger ses opposants. Mais avant que le premier coup ne soit donné, la Kempetai fut balayée d'un coup sec par une personne, dont il ignore encore aujourd'hui le nom. Celle-ci le prit pour disciple, lui apprenant à se défendre et à manipuler la magie. Suite à ça, ils se quittèrent, allant combattre chacun sur un front différent, lui restant dans le troisième Makai, tandis que son maître allant se battre dans le deuxième. Vegeta lui demande alors s'il se bat en mémoire de son maître et de ses amis, ou s'il se bat par vengeance. Mais avant que Glorio n'ait le temps de répondre, la pression émise par l'aura du Tamagami leur fait comprendre qu'ils viennent d'arriver. « Je suis le Tamagami numéro 3, défenseur et protecteur des Dragon Ball, recule et fuis si tu n'es pas de taille à m'affronter », sont les premiers mots prononcés à leur arrivée. Vegeta amusé réplique alors « Je suis le prince du peuple guerrier Saiyan, Vegeta 4e du nom. Les seuls êtres plus forts que moi ne sont pas ici, alors tiens-toi prêt. » Le combat démarre et Vegeta spamme automatiquement les Kikoa, mais le Tamagami passe à travers. Il essaie le corps à corps, mais Vegeta esquive et se met alors à attaquer avec son marteau. Mais Vegeta contre-attaque avec une épée de ki. Les deux adversaires semblent jouer dans la même cour. Enfin, c'est ce que pense Glorio. Avant que le Tamagami n'use de ses pouvoirs télékinésiques pour faire se dresser une montagne de roches renforcée par son ki sur Vegeta. Le Saiyan est frappé de plein fouet, mais retourne à la charge immédiatement, lançant un canon Garrick dévié par son adversaire. Le Tamagami enchaîne, mélangeant les attaques à base de télékinésie et de corps à corps. Vegeta, surplombé, doit passer en Super Saiyan pour rivaliser. Il fait exploser son ki et s'apprête à charger son Final Flash. Le Tamagami s'avance contre son attaque et le propulse au loin. Vegeta se relève, spamme une nouvelle fois les attaques de ki, mais cette fois pour passer en Super Saiyan 2 et surplomber son adversaire avant qu'il n'ait le temps de se rendre compte du changement de rythme.
Il enchaîne alors au corps à corps. Coup de poing. Il propulse son adversaire par la suite. Et cette fois charge son Final Flash. Le Tamagami s'apprête à contrer. Et demande à Vegeta comment il compte faire pour repousser les deux attaques. Vegeta ne comprend pas tout de suite, restant focalisé sur l'attaque de ki de son adversaire. Le Tamagami demande de regarder au-dessus de sa tête. Grâce à ses pouvoirs télékinésiques, il a amené un astre céleste tout droit vers son adversaire. Vegeta n'a nul autre choix. Il doit diviser son attaque sur ses deux cibles. Il retourne alors ses mains, continuant à charger son Final Flash, et crie Gamma Burst Flash. Une main vers son opposant, l'autre vers la météorite. Capable de repousser les deux attaques simultanément, Vegeta se retrouve à bout de souffle, mais son adversaire n'est pas vaincu pour autant. Le Tamagami en profite alors et contourne l'attaque, et enchaîne Vegeta allant jusqu'à le blesser au bras. Le combat est dantesque, Vegeta est sévèrement endommagé, mais ne cède pas et donne tout. Le combat ralentit, le Tamagami regarde Glorio, et l'incite à participer également. Glorio ne semble pas vouloir, mais le Tamagami lui dit que s'il ne le fait pas, il va l'attaquer tout de même. Il frappe alors Glorio avec sa montagne. Vegeta n'aime pas ce qu'il est en train de voir mais décide de passer outre. En voyant que le Tamagami s'adapte au niveau de Glorio, comprenant que ce dernier est également en train de les évaluer, le prince Saiyan ralentit un peu le rythme, histoire de reprendre son souffle puis repart à l'assaut. Il rappelle au Tamagami qu'il n'a pas encore tout donné, et il cherche son adversaire. Celui-ci lui envoie son plus puissant Kikoa et parvient à l'esquiver puis déchaîne sa pleine puissance. Pensant avoir gagné, le Saiyan baisse alors sa garde, mais redevient sérieux très rapidement en voyant que son adversaire est encore debout. Mais c'est sans compter le fait que Glorio lance son attaque électrique sur le Tamagami pour gagner le combat. Suite à ça, Glorio regarde Vegeta de haut, lui disant « Tu vois, c'est à moi de te sauver les miches ». Ce à quoi le fier prince Saiyan sans peur et sans reproche rigole, lui affirmant qu'il aurait bien aimé voir comment il aurait géré à la fois le Kikoa de l'adversaire et la météorite. Les deux sourissent alors. Le Tamagami leur propose de passer à la deuxième partie du test pour obtenir la Dragon Ball. Les deux intrigués acceptent de participer. Ils placent devant eux 3 bols. L'un d'entre eux correspond au passé, l'un au présent et le dernier au futur. Le Tamagami va donner 3 phrases, et à chacune d'elles, ils devront désigner le bol qui correspond à ce que l'autre aurait répondu à leur place. Si la réponse est vraie, le bol deviendra vert. Dans le cas contraire, il deviendra rouge. La première question est pour Vegeta. La phrase que je cultive est nécessaire, mais pas pour l'objectif que je me suis fixé actuellement. Vegeta, d'abord perplexe, demande s'ils ont le droit de communiquer entre eux, afin d'avoir une réponse à peu près vague de Glorio. Alors le Tamagami lui répond que c'est impossible, tout du moins serait considéré comme la triche, et ça les compterait comme éliminés. Vegeta réfléchit alors, puis désigne le bol du présent. Et coup de bol, jeu de mots, c'est la bonne réponse. La deuxième phrase est pour Glorio. Ma fierté et ma rage font de moi qui je suis. À l'évocation de ce qu'il vient d'entendre, Vegeta sourit, le regard bas. Et quant à Glorio, celui-ci est dans le doute. Il est indécis entre le passé et le présent, avant de repenser à l'échange qu'ils ont eu pendant le trajet. Il répond alors le passé. Et la réponse est également véridique. Arrivé à la dernière question, c'est Vegeta qui est désigné, et la phrase est la suivante. La confiance est semblable en bien des points à la dépendance. Accepter de suivre sans faire confiance est un principe réservé aux forts. Vegeta est interpellé, se demandant est-ce que suivre par contrainte est une faiblesse ? Évidemment que ça l'est. Faire confiance à cause de la gentillesse ou la pitié d'autrui ? Oui, ça aussi, c'est de la dépendance. Réussir à se baser uniquement sur les actes, passer outre sa rage, son orgueil et la colère, réussir à se dépasser soi-même. Il avait enfin compris. Après ce long moment d'introspection, Vegeta désigne le bol du passé, celui du présent, mais également celui du futur. Glorio lui-même n'en revenait pas. Vegeta avait réussi à se mettre à sa place de façon plus profonde que lui-même ne l'aurait pensé. La réponse se trouvait être vraie, heureusement pour eux, et Glorio lui demande alors comment Vegeta a fait. Et le 4e prince de sa lignée lui rétorqua qu'il a rapidement cerné. Le jeune démon sourit, puis les deux repartent au château. Sur le chemin, Glorio lui indique un commerce qui vend toutes sortes de choses comme des insectes qui soignent, d'autres qui nourrissent. Ils s'y arrêtent alors et font le plein de provisions. Du côté de Degesu, l'un de ses subordonnés vient l'informer que l'équipe de Goku va bientôt entamer leur départ pour le 2e monde. Celui-ci dépose sa tasse de thé, affirmant qu'il est hors de question que ces derniers viennent mettre le pied en terre sainte. Il envoie alors son subordonné les empêcher de quitter le 3e Makai.
avant d'user de ses pouvoirs pour réorganiser entièrement la géographie du deuxième monde, plaçant la terre des Glind au point le plus haut. Rinsu, qui était là depuis le début, lui demande de reprendre leur discussion, demandant alors ce qu'il compte faire, à présent qu'il a obtenu les pouvoirs d'un Kaioshin à leur paroxysme. Va-t-il continuer à servir Goma, ou a-t-il d'autres projets? Il lui dit reconnaître ce type d'interrogation venant de sa part. Serait-elle en train de lui proposer une alliance pour renverser le roi? Rinsu esquisse un sourire avant que les deux ne se mettent à rire goulûment. Degesu lui demande alors ce que lui coûtera leur alliance. C'est l'heure du départ pour nos héros, tout le monde est prêt. Pansy demande à venir également, mais Glorio n'est pas d'accord. Les prochaines étapes risquant d'être dangereuses. Mais Gohan prend sa défense, lui précisant qu'il couvrira ses arrières au besoin. Quand soudain le sbire de Degesu arrive pour les arrêter. Piccolo souhaite s'en débarrasser rapidement, mais Gohan considère qu'il s'agira d'un bon test pour Pansy et décide de l'envoyer au combat, se plaçant à ses côtés pour protéger ses arrières. Voyant que celle-ci avait le trac, il lui demande de ne pas s'inquiéter. Il couvrira chacun des coups qu'elle sera censée prendre, lui demandant uniquement de se concentrer sur l'attaque. L'assaillant engage la confrontation. Gohan part le coup, Pansy sort son pistolet et tire d'un coup, projetant son ennemi au loin, qui revient aussitôt, puis disparaît de sa vue. Il ne comprend pas. Gohan, en train de contrer les offensives, lui demande de se concentrer sur le ki qu'elle ressent, et essaie de visualiser la masse de magie en train de se déplacer autour d'elle, se retournant d'un coup pour asperger la zone d'une bombe wasabi. Le soldat de Degesu se sert de l'ouverture pour attaquer. Gohan s'apprête à réagir, mais voit qu'elle a préparé quelque chose. L'ennemi est sur le point de toucher et se fait paralyser sur place. Pansy déclare qu'elle a à peine assez de force pour lever un caillou, certes. En revanche, la fumée est plus légère qu'un caillou. Donc si elle se concentre assez, elle peut solidifier le gaz pour bloquer son adversaire. Glorio n'en revient pas. Elle a réussi à neutraliser un ennemi toute seule. Gohan lui sourit alors, lui disant « Tu vois, elle est capable de se débrouiller toute seule à son niveau. » Suite à ça, le groupe décolle pour le deuxième Makai. Arrivé devant le poisson warp, Shin demande à Glorio comment comptait-il avancer. Et c'est là que le jeune démon lui répond qu'il comptait un peu sur lui pour poursuivre l'aventure. Shin est dubitatif, mais accepte, étant donné qu'il est originaire du deuxième Makai, qui plus est le frère du second du roi, le maître warp va les laisser passer sans souci. Arrivé, Shin est choqué, le deuxième monde ne ressemble plus à ce qu'il était. La réalité des planètes le composant ayant été rassemblées en une seule et unique endroit. Bienvenue à vous, mortels, vous entrez dans mon territoire. Leur dit Degesu, descendant du ciel. Il dit vouloir les avertir du fait qu'il a transporté leurs amis dans le premier Makai, et que donc si c'est eux qu'ils cherchent, qu'ils aillent les chercher là-bas. Tu es toujours un piètre menteur, mon frère. Nous sommes capables de ressentir le ki. Nos amis se trouvent en haut, n'est-ce pas? Degesu accepte d'être un piètre menteur, déclarant qu'user de tels subterfuges n'a d'utilité que dans la bouche de médisants, piètres et faibles mortels. Agacé, Piccolo attaque, mais Degesu dévie l'attaque instantanément. S'apprêtant à contre-attaquer, il est stoppé par un tremblement de terre secouant le deuxième Makai. Mais pas seulement. C'était Goma, le Daimao, qui était en train d'user de ses pouvoirs pour remodeler l'univers et le Makai à son image. Degesu s'exclame agacé que Goma a commencé. Glorio explique le plan de Goma, précisant qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour agir. Degesu leur donnant une durée estimant à peu près à une journée terrienne. Z-Team fonce alors vers le prochain poisson warp, mais sont téléportés par Degesu, qui avait décidé de s'amuser à les voir contempler, impuissants, la suppression de leur univers. Quelques minutes après avoir été retéléportés, chacun se rend compte avoir été téléporté sur une planète différente des autres. Goku et Shin tentent la téléportation, mais sont bloqués, leur pouvoir ayant été probablement nullifié par Degesu lui-même. Désorientés mais ont un objectif commun, arriver près de Dende et Muri pour se débarrasser de Degesu et enfin aller chercher directement la tête de Goma. Ils se mettent alors tous en route. Piccolo arrive rapidement dans une zone s'apparentant à une ville aquatique dans laquelle un individu semblait l'attendre. Il s'avance alors vers lui pour lui demander des renseignements, mais l'individu l'attaque directement. Il se trouve qu'il s'agit du Tamagami de ce monde. Celui-ci était nullement coopératif. Assouvi par Degesu auparavant, celui-ci n'avait qu'une seule mission en tête, tuer tout individu qui viendrait à lui. Parallèlement à ça, Krillin se retrouve face à un Megas et Goku face à un Gigas, tous les deux sous l'emprise de Degesu. Gohan et Pansy reprennent connaissance dans ce qui semble être une grotte sous-marine. Et non loin de là, Vegeta détecte le ki de Glorio. Quant à Shin et Kibito, ceux-ci semblent avoir été téléportés au milieu de nulle part sur une planète ayant été une zone de guerre il y a longtemps de cela. Piccolo entame son combat, son adversaire est plus rapide que lui mais ne semble pas avoir une puissance d'attaque si grande que ça. Ils échangent des coups, Piccolo lance quelques Kikoa et une fois qu'il a fini d'observer ce qu'il avait observé, Piccolo sourit, enlevant ses vêtements lourds et sa contre-attaque lui permet de totalement dominer le combat. Son adversaire est toujours plus rapide que lui mais devient prévisible. Piccolo encaisse les coups pour pouvoir contre-attaquer. Le Tamagami essaie alors d'user de ses pouvoirs d'eau, voulant créer un gigantesque tsunami,
Mais Piccolo profite de ce moment pour charger son Makanko Sapo qui transperce l'attaque du Tamagami. Le Namek s'étonne de la facilité avec laquelle il a vaincu son opposant. Celui-ci était assez largement plus fort que Cell et pourtant il est parvenu à lui tenir tête et même gagner assez facilement. C'est alors qu'une voix mystérieuse s'approche de lui, révélant qu'il lui a fait une faveur. L'ancien dieu de la terre ne comprend pas, et la voix qui appartient à Neva lui demande d'en discuter dans un lieu plus approprié, le rassurant sur le fait qu'il ne perdra pas beaucoup de temps pour aller à sa destination finale. D'abord dubitatif, Piccolo finit par accepter la proposition, et les deux Namek partent en direction de leur planète d'origine. Gohan et Pandy, eux, explorent toujours la grotte pour trouver une sortie, et à force de regarder les murs, Pandy croit reconnaître des dessins. Gohan prend du recul pour mieux observer, mais ne distingue rien de clair. Pandy use alors de sa plombe wasabi. Elle recouvre les murs et nettoie uniquement les zones que Gohan doit voir. Les murs étaient parés d'écriture Namek. Pandy était à la fois heureuse de faire cette découverte, mais également déçue de l'absence de Piccolo. Gohan se frotte alors le nez, expliquant que Piccolo lui a pris le Namek. Il va donc pouvoir déchiffrer tout ça. Vegeta et Glorieux, quant à eux, après avoir vaincu les nuisibles qui leur servaient d'adversaires, avancent en direction du Ki de Dende et Muri. Les deux discutent, Glorieux demande à Vegeta ce qu'il pense de ses compagnons et ce qu'ils représentent pour lui. Le Saiyan passe rapidement sur Krillin et Shin, qu'il décrit comme simplement des amis de son Goku qu'il doit se coltiner. Piccolo a le potentiel d'être un rival intéressant, mais n'étant pas un Saiyan, sa marge de progression est limitée. Gohan est l'enfant prodige, celui qui a dépassé ses pairs alors qu'il n'avait que 10 ans. Un immense potentiel gâché selon lui, manquant de rigueur à l'entraînement. Quant à Kakarot, il est probablement le plus grand guerrier qu'il n'ait jamais connu. Glorieux en conclut que ce sont les seules personnes avec qui Vegeta accepte d'être autre chose que simplement le prince des Saiyans. Ils arrivent face à une statue Namek accompagnée de ce qui semble être un singe géant. Parallèlement à ça, Gohan et Pandy sont en train de décrypter les symboles Namek, se rendant compte qu'il fait mention d'une légende d'un singe doré. Cette légende parle d'un Saiyan a priori qui, après s'être éveillé au pouvoir millénaire, réussit à dompter ses instincts bestiaux pour devenir un Saiyan de la légende. Celui qui s'était opposé au premier Namek qui portait un Najisa sur son dos. La légende décrivait leur combat comme si intense que le premier Daimao lui-même voulut intervenir. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit que, en réalité, les deux êtres capables de faire trembler les trois royaumes n'étaient que des enfants. D'abord perçus comme des anomalies, les deux enfants ont réussi à devenir des sources d'inspiration, des légendes dans leur peuple. Notamment grâce à de nombreux exploits tels que la victoire aux côtés du Daimao contre l'autoproclamé dieu-démon Mechikabura, ou encore la création d'un traité de paix entre les peuples sans avoir recours à la violence. Alors qu'elle entendait le récit de Gohan, Pandy s'interroge sur le lien potentiel entre eux et les deux guerriers de la légende ayant vaincu Abura. Au même moment, Glorieux finit de raconter la même histoire à Vegeta. Ce dernier est stupéfait de ce qu'il vient d'entendre. Il y aurait une légende antérieure à celle du Super Saiyan. Plus encore, les Saiyans seraient originaires du Makai. Le cerveau du prince déborde d'informations, mais son instinct Saiyan est en alerte. Il demande à Glorieux comment celui-ci connaît toute cette histoire alors qu'il provient du troisième Makai, et que les statues sont dans le deuxième. Et d'après ce qu'il vient de lui raconter, les Saiyans sont originaires du premier Makai. D'autant plus que cette statue ne semble pas avoir reçu de visite depuis des lustres. Glorieux répond que Kadan lui avait raconté ces histoires par le passé. Vegeta ne dit rien, et les deux poursuivent leur chemin. Pendant qu'ils se baladent, Vegeta tombe sur des plantes étranges. Le réflexe, il les balaie de la main, mais Glorieux lui dit de ne pas faire ça, surtout pas. Ces plantes sont capables d'absorber le ki à une vitesse prodigieuse. Surpris, Vegeta retire rapidement sa main, le remerciant de l'information. Du côté de Shin et Kibito, ceux-ci arrivent les premiers sur la planète des Glindes. Ils aperçoivent pendant le trajet une colline au centre d'un lac, comme celle dans le monde des Kaioshin. Kibito, intrigué, demande ce que c'est. Shin se rappelant que Kibito a été envoyé très jeune dans le monde des mortels, celui-ci n'a pas pu connaître l'ampleur de sa légende. Il lui raconte alors les origines des trésors sacrés de leur peuple. Une ocarina et une épée accompagnées de 2 paires de bagues. Ces cadeaux leur ont été donnés par Rimus lui-même, il y a des millions d'années de cela. Le premier Glind à les avoir utilisés est reconnu, du temps de son peuple, était reconnu comme une légende ancestrale, ayant réussi à repousser les invasions du premier Makai, comme des dangereux peuples que représentent les Gigas et les Mégas. L'épée avait pour utilité de trancher absolument tout, peu importe le type ou la matière. Augmentant grandement les capacités physiques de son porteur, l'ocarina permettait de sceller en soi le mal ou la personne tranchée avec l'épée. Quant aux bagues, elles permettaient d'unir spirituellement les porteurs
aux armes, afin que les prochaines générations de porteurs héritent de leur sagesse et de leur connaissance, mais aussi du pouvoir des personnes scellées dans l'Ocarina. Kibito demande pourquoi les avoir laissées ici dans ce cas. Elles auraient été d'une utilité folle face à Majin Buu par exemple. Shin répond que malheureusement c'est parce qu'ils ne sont pas dignes. À vrai dire, à part le premier Glind à les avoir utilisés, personne d'autre n'a jamais réussi à les utiliser. Du côté de Krillin, rester en vie semble déjà presque trop compliqué. Son adversaire est d'une taille gigantesque et sa puissance va de pair. Il n'est pas particulièrement rapide, mais à l'échelle du terrien, cela reste beaucoup trop. Il a multiplié les offensives, élaboré une grande diversité d'assauts, mais l'ennemi ne flanchit pas. Kamehameha, il ne les sent pas, les Taioken ne servent à rien, si ce n'est à s'échapper. La peau du Mégas est même impénétrable au Kenzan, et donc contraint de se cacher ou de trouver une échappatoire vers sa destination finale. Goku, quant à lui, affronte un Gigas, envoyé par Degesu. Comme à son habitude, il essaie d'évaluer le niveau de son adversaire, mais le résultat est sans appel. En forme de base, il n'a absolument aucune chance. Mais son adversaire, aussi intangible que de la fumée, lui lance une puissante vague déferlante, renversant Son Goku. Il repart à l'attaque, mais ne parvient toujours pas à toucher son adversaire. C'est invraisemblable, le Gigas est immense, mais extrêmement rapide. Et pire encore, quand Goku est sur le point de le toucher, il peut s'évaporer. Goku passe alors en Super Saiyan 2, mais au corps à corps, le résultat est très semblable. Il déchaîne alors son plus puissant Kamehameha au moment où l'adversaire lance sa propre vague de ki, réussissant à toucher, confirmant sa théorie. Le moment propice pour toucher son adversaire est lorsque celui-ci est sur le point d'attaquer. Il faut donc contre-attaquer vigoureusement. Il dépasse alors son 100%, délivrant la toute-puissance de son Super Saiyan 2. Il engage un Kamehameha avant de se propulser au corps à corps sur son adversaire. Hélas, il rate une première fois. Puis, d'un coup, il la voit. L'ouverture, elle est là. La faille arrive rapidement. Essoufflé de son combat, il est interrompu dans son repos lorsqu'il sent le ki de Krillin au loin. Celui-ci est en train de combattre un ennemi bien trop puissant pour lui. Il se dépêche alors d'aller rejoindre son camarade. Il arrive très rapidement sur le champ de bataille, combattant avec la précédente attaque de Krillin. Il enchaîne le Mégas, mais celui-ci est puissant, mais moins que le Gigas. En contrepartie, celui-ci semble encaisser extrêmement bien les coups, notamment lorsqu'ils sont concentrés en un point précis. Mais la créature est trop grande pour réellement être submergée par une attaque de zone. Goku demande alors à son ami de se tenir prêt. Il lui transfère une partie de son ki et se déplace à l'opposé du Mégas. Les deux préparent un Kamehameha. Le Gigas paraît encaissé ne bouge même pas, confiant. Les deux amis lancent alors leur plus puissant Kamehameha, gonflant progressivement leur attaque jusqu'à ce qu'elle recouvre entièrement l'ennemi, le cramant sur place. Exténués, ils prennent le temps de se reposer avant de repartir. Arrivés sur leur terre d'origine, les deux Namek réentament leur discussion, Piccolo cherchant à savoir ce que Neva entendait par « je t'ai fait une faveur ». Le vieux Namek esquive la question telle une loutre, faisant la remarque que le fils de Katatz avait bien changé, demandant également comment se porte Saishoro. Ce à quoi Piccolo lui répond qu'il est mort de vieillesse il y a bien des années de cela. Le temps, répond Neva. J'existe depuis si longtemps que je ne parvenais même plus à me repérer. Il enchaîne directement, sans transition, sur le fait que Piccolo possède un immense potentiel inexploité. Être un Namek ne se limite pas à posséder une longévité exceptionnelle, des capacités de régénération ou encore avoir une force de combat au-dessus de la moyenne. Ça donne également la possibilité d'user de magie. Piccolo se moque de la dernière phrase, précisant que ce qu'il appelle la magie n'est en réalité que du ki sous une autre appellation. Neva lui demande donc quelles étaient les facultés de Piccolo Daimao et de ses fils. Que se passait-il pour la personne qui était tuée par l'un de ces démons? Piccolo réalise tambourine, drum, cymbale, piano. Aucun d'entre eux n'était factuellement un Namek, et les personnes tuées par un Mazoku. Oui, il se souvient. Les personnes tuées par un Mazoku, donc un démon, ne pouvaient pas aller dans l'autre monde. Leur âme était condamnée à errer éternellement. Le vieux Namek reprend en disant que toutes les facultés atypiques qu'il a abandonnées au profit d'un style de combat plus universel l'ont bridé, et ce jusqu'à présent. Il lui raconte qu'autrefois le Super Majin Remus aimait partager et faire découvrir toutes choses aux habitants des 3 royaumes du démon. Mais il appréciait particulièrement 3 peuples. Le peuple Zaoru, des primates dont l'évolution a diminué leur force au profit d'une plus grande intelligence, les Namek, qui malgré les années sont l'un des seuls peuples à avoir gardé leur nom d'origine, aux dépens de leur singularité, ainsi que les Glind, un peuple un peu plus proche de lui. À ces 3 peuples, il fit un cadeau. Aux Glind, des artefacts rares et puissants pour faire d'eux sa garde rapprochée, les Zaoru gagnèrent une queue afin de pouvoir user de leur pouvoir d'origine à tout moment en cas de besoin,
et aux Namek la capacité de s'assimiler entre eux afin qu'aucun savoir ne soit jamais perdu. Piccolo l'interrompt en demandant si toute cette histoire n'a lieu que pour lui demander d'être assimilé. Neva sourit répondant que, entre autres, cela lui ferait plaisir de revoir son peuple qu'il a vu partir il y a bien longtemps de cela. Mais la raison principale est pour lui demander de libérer le Makai du joug du Daimao. Également de toute personne qui essaierait de prendre le pouvoir par la force. Il dit avoir vécu suffisamment de temps pour savoir que un bon roi engendrait forcément des dizaines de mauvaises juste après. Et donc, autant ne pas avoir de dirigeant suprême. Piccolo demande aux Namek tantôt séniles, tantôt grands sages, pourquoi avoir suivi Goma? Pourquoi ne pas avoir usé des Dragon Ball plus tôt? Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour agir s'il avait toutes ces informations? Le vieux Namek le regarde bas, répond qu'il ne l'a probablement pas fait par lâcheté, par peur d'une nouvelle guerre, peur d'être réexploité si on apprenait réellement qui il était. Deuxième secousse se fait sentir, le temps presse. Neva n'en dit pas plus, Piccolo comprenant qu'il aurait plus de réponses à ses questions une fois fusionnés. Du côté de Gohan et Panzi, ces derniers viennent de trouver la sortie de la grotte, atterrissant sur une drôle d'île bleutée, sur laquelle ils retrouvent Glorieux qui, d'après ses dires, vient de perdre Vegeta dans une nuée toxique, non loin de là. Gohan dit qu'il les rattrapera et au moment de prendre appui pour s'envoler, l'île commence à bouger de façon étrange. Il s'avère que ce n'était pas une île, mais le roi des Kraken, une immense créature semi-aquatique dévorant tout sur son passage, lui permettant de gagner à la fois en taille et en puissance. Majin Buu lui-même avait été croqué par la créature par le passé, ce qui permet au Kraken de renaître avec une partie des capacités du combattant qu'il a mangé précédemment. Glorieux et Pandy sont en stress devant ce qu'ils appellent le Grand Dévoreur, la créature cauchemardesque des récits du troisième Makai. Gohan prend les devants pour permettre au duo d'avancer, mais la créature l'attrape d'une tentacule et s'attaque aux deux autres. Gohan déclare qu'il n'est pas ici pour réduire à néant la faune locale et se limite aux Super Saiyan pour débuter le combat. Les coups touchent mais la créature revient à la charge. Glorieux et Pandy participent à l'assaut mais ne sont pas suffisants. Glorieux lance un éclair, la créature esquive, Pandy porte un coup, il l'encaisse, Gohan frappe, elle contre-attaque. Le demi-Saiyan constate que s'il veut vraiment en finir, il va falloir passer aux choses sérieuses rapidement. Gohan ultime repart à l'assaut. Lors du combat, il a largement l'avantage, mais ne semble pas pouvoir achever son opposant. Il gagne en taille et en force à chaque vague de ki qu'il absorbe. Glorieux dit avoir une idée. Il va tenter de l'électrocuter pour qu'il ait le temps de fuir. Gohan valide l'idée et détourne l'attention du monstre. Glorieux ayant fini de charger sa magie, il fait se déferler une tempête foudroyante sur son adversaire. La stratégie a l'air de fonctionner et les trois en profitent pour fuir extrêmement vite. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que se termine la première partie du What If sur Dragon Ball Daima. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était excessivement long à faire. En somme, j'aimerais quand même que vous lâchiez un petit like si vous avez apprécié le travail parce que c'était vraiment très dur. Également, je tiens à vous préciser que la deuxième partie va être un peu moins narrative et il y aura vachement plus de combats puisqu'on est sur la partie finale évidemment. Je vais me débrouiller comme je peux pour la sortir le plus rapidement possible mais vous me connaissez à force. Donc je vous promets rien et je vous dis à la prochaine. Salut!